Bonjour à tous et à toutes, c'est Mtor, bienvenue sur la chaîne Ozone 2000, où aujourd'hui on va rencontrer le docteur Violette Orban de Xivry, médecin en médecine fonctionnelle et intégrative. Dans cette première partie, on va parler avec elle de son expérience, de sa formation, des événements marquants de ses années d'études en médecine. Dans la deuxième partie de cette interview, elle nous expliquera son passage à la médecine conventionnelle et à la médecine fonctionnelle et intégrative, avec toutes ses sensibilités thérapeutiques sur le TDAH, le burn-out, le TSA et la dépression. Alors si vous voulez écouter ça tranquillement en voiture, pendant votre sport ou en marchant, vous pouvez les retrouver sur Spotify, Deezer ou toute autre plateforme d'écoute. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des futures interviews. Si la vidéo vous plaît, lâchez un petit like, ça donnera toujours de la motivation et l'énergie pour continuer. Bonjour Docteur Orban. Bonjour Mtor. Présentez-vous à la communauté Ozone 2000 pour que les auditeurs et auditrices puissent mieux vous connaître. Donc je suis médecin, j'ai d'abord travaillé en psychiatrie, je n'ai pas été jusqu'au bout de ma spécialisation, donc je ne suis pas officiellement psychiatre. J'ai bifurqué ensuite, je me suis formée en nutrithérapie, en aromathérapie, gémeaux, pas mal de choses. En fait en 2020 j'ai commencé à travailler à Ozone 2000. Avant ça, j'ai co-créé une ASBL pour des personnes en situation de burn-out, où je faisais tout un tas de choses différentes, des ateliers, des groupes de parole, des consultations. Là, je n'étais pas en tant que vraiment médecin, plutôt nutritionniste, etc. Et puis, depuis 2020, un tas de formations différentes en endobiogénie, autour du microbiote intestinal, autour de la mycothérapie, beaucoup de thérapie du centre Zone 2000. Forcément, ça a pris beaucoup de temps de formation. C'est assez vaste en fait. C'est difficile de résumer. Parfois, je dis aux gens pour faire court, médecin naturopathe, mais j'ai pas fait une école de naturopathie non plus. Voilà, donc j'aime beaucoup plus parler de médecine intégrative. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la médecine? À partir de quel âge ça a commencé? Les raisons vraiment qui t'ont amené à faire ce métier? Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai voulu faire médecine depuis l'enfance et je ne sais pas très bien dire d'où ça vient. D'abord, c'était gynéco et puis après, ça a été assez vite médecin du sommeil et puis à 12 ans, c'était la psychiatrie, quoi. Et là, j'étais focus psychiatrie. J'ai fait médecine pour ça. Pendant la médecine, j'ai un peu hésité avec la neurologie quand même aussi. Le cerveau, ça m'a toujours fasciné. Après, le corps humain, globalement, de toute façon, mais voilà. Et je pense que comprendre le corps humain, c'était quand même le premier moteur. Et aider, évidemment, aider les autres et essayer d'améliorer leur santé, etc., évidemment. Mais ça, je pense que c'est la plupart des médecins, a priori, au départ. Et quand tu étais petite, tu faisais des petits jeux de médecin, le docteur Maboul, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu continuer à cultiver aussi cette envie de devenir médecin en étant même enfant, quoi? En fait, effectivement, j'étais un peu obsédée par tout ça. Donc, j'avais des petits carnets. Je me rappelle que quand j'ai fait mes études de médecine, je les ai retrouvés et que j'avais oublié des connaissances que j'avais quand j'avais 10-12 ans, par exemple. J'aimais bien regarder des vidéos. J'avais plein de bouquins de médecine, mais évidemment des versions plus pour enfants ou ados. Il y avait beaucoup d'histoires de vie aussi qui me passionnaient. La psychiatrie, notamment, le milieu du handicap, le milieu de l'autisme, la démence, c'était tous des aspects qui m'ont toujours assez bien attirée. Donc, je ne faisais pas spécialement de jeux de rôle à guérir mes poupées. Je ne me rappelle pas spécialement de ça, mais j'étais fort dans la théorie aussi de tout ça, ou les histoires de vie et les témoignages. Ah, tu aimais limite comprendre ce qui était un petit peu, on va dire, anormal ou extraordinaire dans la psychologie humaine, quoi. Tu étais fasciné par ça, du coup? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Et je pense que même par mes hobbies de sport, par exemple, je faisais du théâtre, j'ai fait plusieurs activités extrascolaires. Il y avait parfois l'occasion d'être avec des gens qui étaient notamment de milieux différents, dont le milieu du handicap, je me rappelle. Et puis j'ai toujours eu un côté un peu psy dans l'âme. Je pense que dans mes amis, etc., ça a toujours été un peu chez moi qu'on confiait des choses. Donc ça, c'était un préambule, on va dire. Ok, et donc du coup, comme tu as fait une partie de ton internat en psychiatrie, forcément, on va dire que la psychologie humaine, qu'elle soit, on va dire,
pathologiques ou un peu déviantes t'ont toujours aussi intéressé. Donc, j'imagine que les documentaires de tueurs en série, c'est quelque chose que t'aimes plutôt pas mal aussi, non? Oui, oui, mais en même temps, je ne suis pas attirée spécialement que par le morbide. Et c'est d'ailleurs un des aspects en psychiatrie qui n'a pas été toujours facile à voir, c'est de constater à quel point il peut y avoir une noirceur de l'être humain, même si c'est fascinant en même temps, mais ça va au-delà, je pense. Moi, ce qui m'a toujours fortement passionné, c'est aussi tout l'aspect psychotique, délirant, ou d'une perception de la réalité qui est différente. Dont, quand je parle de démence ou de handicap ou d'autisme, autisme, évidemment, il y a beaucoup de nuances à apporter aussi, mais il y a une vision de la réalité qui est forcément très, très variable. Et c'est ça aussi à quel point le cerveau est sans limite, quoi. Les comportements humains, évidemment, peuvent s'expliquer par tout ça, les troubles de personnalité. Enfin, ça va au-delà du côté tueur en série. Oui. Sinon, j'aurais fait la médecine légale, je pense aussi. Il y en a beaucoup qui sont passionnés par la criminaux et autres. Ça m'intéressait, mais c'était peut-être pas l'avant-plan. Ok. Et justement, tu parles de plusieurs profils en psychiatrie. Est-ce que tu as des anecdotes à nous faire partager, qu'elles soient positives ou un petit peu plus marquantes? Alors là, je ne sais même pas par quoi commencer. Je me demande le nombre de Jésus que j'ai rencontrés dans ma carrière, très courte en psychiatrie. Ça, c'est un délire mystique très, très fréquent, par exemple. Je me rappelle aussi, même quand j'étais déjà stagiaire, j'étais coincée dans un SAS. Donc en psychiatrie lourde, je veux dire, en hôpital psychiatrique, il y a vraiment des SAS à chaque fois. Il faut ouvrir et fermer la porte, sinon il y a des fugues, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont hospitalisés sous la contrainte judiciaire. On appelle ça une mise en observation ou anciennement colocation. Donc, il faut vraiment s'assurer d'une sécurité. Et à un moment donné, j'attendais que l'équipe m'ouvre parce que j'avais pas encore ma clé personnelle. Et j'étais avec 2 schizophrènes en pleine crise psychotique, dont un qui croyait que j'étais son psychiatre et n'était pas très content parce que son psychiatre le maintenait enfermé à l'hôpital et qui, lui, se prenait pour un lion. Et donc, honnêtement, quand tu es en face de quelqu'un qui vraiment n'est pas content et qui s'exprime comme un lion, c'est un peu stressant, quoi, par exemple. Et j'ai eu plein d'animaux aussi comme ça, tu vois, des humains qui se croyaient être des animaux. Je me rappelle une de mes gardes, mais parmi tant d'autres, donc on attendait une mise en observation, justement, qui allait arriver. Donc, quelqu'un qui est amené par les flics. Enfin, c'est tout un énorme process, hein. Donc, tu es informé de l'hôpital qu'on va recevoir quelqu'un en pleine nuit. Il y a les vigiles qui sont préparés, il y a l'équipe infirmière, on est 5, voire 10, ça dépend aussi de la situation. Là, c'était vraiment un gars qui était bien baraqué, quoi, et qui était vraiment pas content d'être là. C'est souvent le cas en mise en observation, parce que les critères de mise en observation, c'est maladie mentale, refus de soins et dangerosité pour soi ou pour autrui. En tout cas, ça l'était au moment où j'étais en psychiatrie, parce que peut-être ça peut avoir changé au niveau judiciaire ou autre. Mais... Et donc là, on l'accueille, mais il est fort, fort, fort agressif. Et il est très menaçant. Moi, je me rappelle qu'il menaçait de me tuer, de tuer ma famille, en me disant « je sais où t'habites », etc. Alors que je savais qu'il ne savait pas, mais c'est quand même très prenant. Et on devait l'attacher, malheureusement, parce qu'en fait, vraiment, il allait soit se faire du mal, soit nous faire du mal. Donc, on l'attache et autres, mais là, il se prenait pour une abeille, en fait. Okay. Et donc, on était plein dans la salle d'isolement, et il y avait une ambiance très, très plombée, parce que c'était sérieux. Mais en même temps, il commence à faire des bzzz, bzzz, et à vraiment faire l'abeille. Et donc, on voulait tous se marrer, parce que quand même, c'était assez cocasse, mais on pouvait pas du tout, parce qu'il était très, très susceptible. Et donc, vraiment, c'était vous lui avez donné du miel pour se calmer ou pas? Du miel sous forme d'injection d'aldol, voilà, donc un neuroleptique puissant, parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment besoin de l'endormir. C'est un grand débat, d'ailleurs, en psychiatrie, camisole chimique, camisole physique. Ça fait partie des expériences personnellement aussi où j'ai relativisé les critiques qu'on peut apporter. J'en ai beaucoup à apporter sur le système de la psychiatrie moderne, clairement. On en parlera sans doute. Mais il y a des situations où, en fait, c'est nécessaire transitoirement. Parce que sinon, ils peuvent avoir une force vraiment énorme aussi dans ces moments-là, parce que c'est assez fascinant, comme quand on peut être en période délirante, on peut avoir une force de dingue. C'est comme les phases maniaques, donc la bipolarité, quand on est en phase haute, on peut ne pas dormir pendant des jours et des jours, avoir des capacités hors normes, en fait. Sauf que c'est très usant pour le corps, c'est ça aussi qui fait partie des dangers de la bipolarité.
en phase maniaque, on est suractivé du cerveau et du corps humain. Oui, c'est ce qui fait qu'au final, dans les phases down aussi, là, c'est comme si le corps disait stop, et là, c'est la descente aux enfers, j'imagine. Mais d'ailleurs, souvent, une phase maniaque, plus elle est haute, plus la phase dépressive qui va suivre va être très très basse. Et donc, évidemment, il y a plein de nuances. Mais, mais tu as raconté l'histoire avec le grand castor avec qui faisait l'abeille. Est-ce que tu as une autre histoire où vraiment c'est un petit peu plus répugnant J'avoue que je suis un peu friand de ce genre de choses. Raconte-nous un petit peu. Oui, alors je pense notamment à une adolescente, parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans un service pour adolescents en psychiatrie lourde. Hein, donc forcément, il y a des histoires où on s'imagine même pas que ce soit possible, mais cette ado était souvent mise en isolement, malheureusement, parce qu'elle avait des comportements qui étaient fréquemment très très violents envers elle-même, donc c'était trop dangereux, il fallait la protéger. En isolement, c'est particulier, c'est vraiment une chambre dépouillée, tu as juste un lit attaché au sol, hein, parce que sinon, t'as très peu de choses. Bref, tu as une petite fenêtre quand même sur la porte pour pouvoir checker régulièrement sans tout le temps rentrer et sortir. Et là, la petite fenêtre, t'as un petit rebord. Et en fait, en ouvrant la petite fenêtre, on voit des lobules adipeux sur le rebord comme ça. Parce qu'en fait, l'ado se grattait les seins et arrivait à arracher comme ça des bouts de graisse et les mettait un à un pour un peu provoquer l'équipe. Hein. Très clairement, il y avait un truc un peu pervers dans tout son fonctionnement, mais ça fait partie des choses que j'ai pu vivre et qui étaient genre normales, entre guillemets, dans le sens où on s'imagine pas tout ce qui peut se passer en psychiatrie lourde, en fait. Et t'as jamais fait de cauchemar de ce genre de choses-là? Parce que c'est vrai que ce sont des visions qui sont assez percutantes pour l'œil humain, quelque part. Est-ce que ces patients-là aussi ont une tolérance à la douleur qui est bien plus importante que la nôtre? Parce que typiquement, se gratter le sein, aller jusqu'à la matière adipeuse, c'est vrai que ça va loin, quoi. Il n'y a pas cette espèce d'instinct de survie qui prend le dessus. Alors, il y a deux choses dans ta question. La première, c'est qu'effectivement, je pense que quand la souffrance mentale est tellement importante, la souffrance physique, elle est relativisée par le cerveau. Les mutilations, par exemple, ça en fait partie. Il y a énormément de gens qui se mutilent, adolescents bien sûr, mais pas seulement. Et dans les mutilations, il y en a en fait assez peu qui sont des vraies tentatives de suicide. Et généralement, c'est pour avoir de la douleur physique, parce que ça vient diminuer la souffrance mentale, ça vient un petit peu faire diversion, entre guillemets. La question des cauchemars. Alors, pas des cauchemars, mais c'est vrai qu'il y a eu des expériences qui étaient peut-être plus traumatiques, entre guillemets, parce qu'on ne s'imagine pas toujours à quel point il peut y avoir des êtres humains qui sont vraiment... je trouve vraiment c'est la question de la noirceur de l'humanité. On a tous une part d'ombre en nous, comme on dit, etc. C'est vrai, mais je pense quand même qu'il y a des êtres humains qui ont plus de part de lumière que d'autres. Et ce qui, moi, m'a le plus choqué et je pense affecté aussi, et voilà, maintenant des années après, ça va, mais c'était d'être confronté à beaucoup d'abus sexuels, à des situations d'enfants ou d'adolescents, par exemple, qui ont été mis, par exemple, dans des niches, qui dormaient dans la niche des chiens, qui n'avaient pas de lit, etc., qui étaient dans les déjections. Je me souviens d'une situation où les parents, en fait, bon, forcément, la justice s'en est mêlée, mais les parents mettaient, et c'est pas une image, hein, c'est réellement ça, mettaient des sels sur des tartines et les faisaient bouffer à leurs gosses. Ou une autre situation où ils ont toujours des parents et on se demande comment c'est possible, en fait. Mais donc, l'instinct maternel et paternel, c'est pas pour tout le monde. Et donc, des parents qui mettaient leurs enfants dans des valises avec des déjections et qui les secouaient, etc., juste par jeu, en fait, super toxique, pervers et horrible. Des abus sexuels en chaîne. Moi, j'ai eu des situations où... alors, des hommes peuvent être violés comme des femmes, hein, clairement. Donc, moi, j'ai eu les deux. Il y a des viols uniques, entre guillemets, c'est de toute façon déjà atroce. Mais en fait, ça peut être encore plus atroce. Je pense à des situations qui étaient violées à la chaîne, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je pense à une jeune qui... son père invitait des copains et des voisins, etc. Et tout le monde pouvait y aller sur la petite jeune qui était à la cave, quoi. Donc, tout ça, ce sont des choses qui, effectivement, ont été vécues, pas quotidiennement, mais franchement, pas si rarement que ça non plus. Donc, la psychiatrie, en fait, mêle beaucoup de judiciaire, finalement. Mmh.
Donc voilà, ça fait partie pour moi des choses les plus gore, entre guillemets. Mhm. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont, entre guillemets... pardon. Oui, c'est vachement gore. Tu m'as calmé en deux minutes. Hein. Je t'avoue que j'étais de bonne humeur avant d'arriver à ce podcast. Et au final, oui, voilà. je repars avec presque la larme à l'œil. On va dire c'est un sujet qui est très, très sensible et qui est humainement difficilement acceptable. C'est vrai que ce genre de crimes, au final, parce que ce sont des crimes, quand tu vois ça de l'extérieur et que tu es amené à prendre en charge des victimes de ce genre d'événements, ça doit être vraiment impactant pour le psychologique, dans le sens où t'es humain, t'as beau être médecin, c'est quelque chose qui doit rester imprégné dans ton esprit, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc, chapeau d'avoir vécu ce genre de moment et d'avoir continué à garder la tête haute et d'avoir continué à travailler pour le bien des autres, parce que parfois on pourrait perdre un petit peu foi en l'humanité aussi de par ce genre d'expérience quelque part. Donc ouais. Mais j'ai été quand même témoin de beaucoup de thérapeutes, médecins, infirmiers, éducateurs, enfin peu importe. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens super qui font de leur mieux dans un système qui est avec beaucoup de problèmes, je pense. On en discutera sans doute. Mais il y a aussi des gens qui, effectivement, pour se protéger et survivre là-dedans, se désaffectent totalement et se déshumanisent. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup habité à l'époque. C'est qu'en fait, si pour survivre et pouvoir continuer à être dans la psychiatrie, je dois mettre une distance émotionnelle telle que ça me coupe de mon empathie, de mon humanisme, alors je ne veux pas de ça. Et c'est assez interpellant de constater qu'il y en a en fait pas mal aussi qui prennent ce chemin-là, inconsciemment, je pense. Hein, mais... Tu as parlé tout à l'heure d'une collaboration qu'il y avait entre la psychiatrie et au final l'aspect judiciaire ou le monde judiciaire. Est-ce que tu as des exemples à nous décrire dans ce cadre de coopération ? J'en ai tellement. Parce que c'est vrai que ce soit pendant les gardes aux urgences, que ce soit de l'autre côté, c'est-à-dire pour recevoir les gens mis en observation. Je pense notamment au début de mon assistanat. C'était compliqué parce que j'étais de garde sur 2 hôpitaux différents qui n'étaient pas tout à fait à côté. Et donc, parfois, on m'appelait pour me dire qu'il y avait des policiers qui avaient amené quelqu'un, qu'il fallait évaluer s'il y avait ou non lieu de faire une mise en observation, de lancer une mise en observation, qui est toujours en accord avec un magistrat de garde. Hein. Mais a priori, les magistrats suivent ce que le psychiatre dit et voilà. Il y a des mises en observation abusives. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais de l'autre côté de lever des mises en observation parce que j'estimais que c'était pas justifié. Hein. Enfin bon. Et donc, c'est vrai que dans ces gardes-là, c'était pas toujours évident parce que parfois, j'avais des policiers des 2 côtés qui attendaient. Mais il faut savoir que quand tu as parfois 10 patients différents à gérer aux urgences dans un hôpital, forcément, ça te prend des heures et donc ils s'excitent un peu de l'autre côté. Et donc là, tu as un rapport de force qui n'est pas toujours évident. J'avais des policiers qui, à force aussi, on commence à se connaître et donc ça se passait bien. Et donc ça, c'était assez chouette aussi. J'ai fait des entretiens parfois avec des gens menottés où il y avait le policier juste derrière la porte parce que je voulais vraiment avoir la confidentialité de l'entretien. Mais c'est vrai qu'il y avait un danger potentiel quand même aussi, quoi. Hein. Et je pense à une situation peut-être parmi d'autres qui était assez cocasse. C'est que donc, j'étais de garde et on m'appelle, policier, je dois monter dans le combi pour qu'on m'explique. Et on me dit c'est une double évaluation, mère et fils. Donc déjà, tu te dis c'est quand même bizarre de devoir éventuellement mettre en observation 2 personnes de la même famille en même temps, le même jour. Et donc, je monte dans ce combi de flic. Mais donc, là aussi, tu vois, tu fais ton truc, mais il ne faut pas oublier que j'avais 25, 26, 27 ans. Et donc là, tu es dans ton costume, entre guillemets, de médecin qui doit gérer tout ça. Mais en même temps, tu te dis, c'est un peu dingue ce que je suis en train de vivre. Et surtout à cet âge-là, quoi. Oui. Et donc là, les policiers m'expliquent qu'il y a eu une course-poursuite, que donc ils ont été appelés dans une maison, il y avait un conflit familial, le papa, la maman et le fils, que ça a dégénéré, à un moment donné, ils n'ont pas voulu que les policiers rentrent dans la maison, sauf qu'il y avait de la violence, et puis il y a eu une information comme quoi il y avait une arme à feu dans cette maison. Et puis, je te fais un peu un résumé parce que ça a duré longtemps. Au final, la mère et le fils ont réussi à prendre la voiture et à se barrer. Les policiers ont pris leur voiture et les ont poursuivis. Et donc, ils ont réussi finalement à les arrêter, à les emmener de force à l'hôpital. Et voilà,
Violette Orban-Xivry, bonjour, à 25 ans, de devoir évaluer si ces gens sont délirants et doivent être hospitalisés sous la contrainte en psychiatrie, ou si ce sont juste des malades, entre guillemets, mais dans le sens que dans la société, il y a aussi des gens un peu particuliers, mais c'est pas pour autant qu'une hospitalisation va régler le problème, quoi. Et alors, en plus de ça, le fils s'était lacéré le visage, donc c'était quand même aussi tout un tableau. Alors, c'était superficiel, mais il s'était coupé. Je crois qu'il avait 40 griffures sur le visage. Donc voilà, ça fait partie des choses. Alors, au final, en plus, ces 2 personnes-là n'étaient effectivement pas dans les critères. J'insiste juste sur le fait de, justement, la jeunesse, on a des superviseurs aussi. Hein. Donc, dans des situations un peu particulières, on peut toujours demander avis aussi. Ma toute première garde, j'avais une personne avec anorexie mentale, très très grave. Donc cette personne était très maigre, elle ne voulait pas s'alimenter, etc. Donc il y avait un danger physique. Sauf que l'anorexie mentale, c'est un peu particulier et c'est pas si simple que ça pour une mise en observation. Le cas le plus simple, entre guillemets, c'est un schizophrène qui est en plein délire et qui clairement n'est pas dans la réalité. Et là, des médications vont permettre qu'il revienne dans la réalité. Puis voilà. L'anorexie mentale, la famille voulait l'hospitaliser, la patiente ne voulait pas. Moi, c'était ma première garde, donc j'ai le superviseur. Et au final, non, elle ne peut pas être mise en observation, ça ne sert à rien, elle va être levée, la mise en observation. Et j'ai eu la sœur au téléphone, je me rappelle, j'avais le téléphone le plus loin possible de mon oreille, parce qu'elle me hurlait dessus, elle m'injuriait, elle me menaçait. Et j'étais là, bienvenue dans mon assistanat psychiatrie. Donc voilà, et puis j'ai eu des moments où on était 10-15, avec avocats, juges, la famille, les éducateurs spécialisés, parfois les services d'aide à la jeunesse aussi, etc., le patient, et où en fait on me demande à moi si oui ou non on peut libérer au niveau de l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on doit faire. Enfin, donc c'est quand même une pression qui peut être assez importante, quoi. Donc j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi à ce moment-là, mais c'était pas tout le temps facile. Bon, tu nous as raconté quand même pas mal d'histoires sensationnelles, mais est-ce qu'il y a une histoire qui t'a vraiment donné du baume au cœur, qui a été vraiment une expérience très positive pour toi dans ce domaine de la psychiatrie ? Oui, il y en a beaucoup. Quand tu accompagnes une personne qui, au départ, par exemple, est en syndrome dépressif profond, majeur, qui a plus du tout de goût à la vie, qui, pour certaines situations, qui a voulu mettre fin à ses jours, qui n'a heureusement pas réussi, et qui petit à petit se reconstruit, se reconnecte à sa pulsion de vie, à sa joie de vivre, qui fait à nouveau des projets et qui peut reprendre son envol, comme ça, entre guillemets. Ça, il y en a plusieurs. Et c'est clair que ces gens-là, ça donne toute la saveur nécessaire aussi pour tenir, je pense. Quand tu as un jeune aussi, comme j'ai discuté tout à l'heure, j'ai eu des expériences dans le monde de l'adolescence, et notamment des adolescents qui sont parfois dans des histoires de vie très difficiles dès le départ, et qui peuvent être placés, par exemple, dès le départ de l'enfance ou l'adolescence, etc., et puis qui finalement réussissent à tirer leur épingle du jeu, à devenir quelqu'un, entre guillemets. Enfin, c'est une expression, on peut débattre là-dessus, mais réussir leur vie par rapport à eux-mêmes, d'arriver à trouver quelque chose qu'ils ont envie de faire et dans quoi ils sont bons, et puis qu'ils sortent finalement de tout ça. C'est fantastique. Et c'est là où je disais tout à l'heure, il y a quand même énormément de gens qui œuvrent pour accompagner, pour donner de l'amour, en fait, à plein de gens qui en manquent beaucoup. C'était déjà arrivé de rencontrer un ancien patient dans la rue, de manière inopinée, comme ça, où tu te dis, où la personne vient te dire bonjour, ou vient te voir et te dit merci pour tout, ou à l'inverse, juste tu l'as rencontrée, elle ne t'a pas reconnu, mais c'était déjà arrivé de te retrouver dans cette situation-là ou pas ? Oui, et je pense en particulier à une patiente qui fait partie des, on va dire, des histoires heureuses. Je dirais qu'elle a une histoire de vie compliquée et que quand je l'ai revue, je ne sais pas si elle allait merveilleusement bien, mais en tout cas, on a fait beaucoup de travail ensemble. Ça a été une patiente que j'ai rencontrée vraiment au tout début de mon assistanat et que j'ai eue jusqu'à la fin, quand j'ai bifurqué et changé de parcours. Et je l'ai recroisée des années après, dans un contexte spécifique, mais je préfère pas donner de détails au cas où on pourrait reconnaître. Et donc là, elle comme moi, on était tellement émus qu'on en avait les larmes aux yeux, quoi. Et on s'est prises dans les bras, alors que moi, je mets une bonne distance physique avec mes patients, en règle générale en tout cas. Et en psychiatrie, j'en mettais d'autant plus, parce que je pense que c'est important. Alors je dis pas quand parfois il faut un contact physique, un peu de douceur humaine, sur la main ou des choses comme ça, mais certainement pas prendre dans les bras mes patients. En tout cas, ça c'est moi, dans ma vision des choses, mais...
Et donc là, non, c'était il y a des années et on était tellement heureuses de se voir parce qu'elle, dans l'autre sens, ne savait pas ce que j'étais devenue non plus. Et puis du coup, de se donner des nouvelles comme ça. Alors après, il y a d'autres gens, tu croises et t'es pas toujours super content de les croiser parce que c'est vrai que nous, c'est un peu comme une personne... Enfin oui, tu fais tes courses, tu t'attendais pas spécialement à croiser quelqu'un et là, limite, il voit ce que t'achètes dans ton caddie. T'as ton intimité un petit peu, voilà. Mais bon, rien de grave. Mais tu vois, moi, quand je pense à la psychiatrie, je fais référence beaucoup à ce que j'ai vu forcément dans les films, puisque je ne l'ai pas connu. Et il y a toujours quelque chose qui m'a vraiment fondamentalement choqué, c'était l'utilisation des électrochocs. Rassure-moi, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Si, ça existe encore, mais c'est rare quand même. Moi, j'en ai pratiqué sur certains patients. Il y a des hôpitaux qui n'ont plus du tout la possibilité de le faire. Et alors, j'avais été notamment aussi dans un stage à Paris, dans une unité très spécifique où c'était vraiment, on dit, 3e ligne de soins. C'est-à-dire que ce sont des cas, des situations où même les psychotropes oraux, donc les médications, ne suffisaient pas, ou injections, etc. Il y a vraiment des pathologies, des dépressions résistantes où ça peut aider, quoi. C'est là où, évidemment, je suis très contre beaucoup d'abus, beaucoup de manières d'aborder la maladie mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le système, on va le dire comme ça. Mais les électrochocs, j'aurais pas cru non plus à la base. Ça me choquait tout autant, je pense, que toi. Ça a l'air très violent et on se dit, mais enfin, on envoie un courant électrique dans le cerveau. Et en fait, il y a des gens, vraiment, c'est ça ou rien. Il y a des dépressions qu'on dit catatoniques. C'est assez rare. J'ai eu la chance, entre guillemets, dans le sens où intellectuellement, c'était intéressant de le voir, mais c'est terrible pour la personne. La dépression catatonique, c'est vraiment la personne, elle ne bougeait plus. Donc, elle ne s'alimentait plus. Il fallait la nourrir par perfusion. Elle ne buvait plus. Enfin, bref, quoi. C'est le stade ultime à quel point le cerveau, là aussi, peut complètement shut down, entre guillemets. Et donc, dans ces cas-là, l'électrochoc, c'est vraiment essayer de réveiller le cerveau, pour faire très, très simple. Et j'ai eu un cas en particulier qui m'a bien marqué parce que cette personne était allergique au curare. Tu vois, tu mets un paralysant musculaire, pardon. Donc, tu vas mettre un produit pour paralyser les muscles pour ne pas, pendant tu mets les électrochocs comme ça fait une crise d'épilepsie, en fait. Donc, comme une crise d'épilepsie, la caricature, parce qu'il y a plusieurs types d'épilepsie, mais tout son corps convulse, en fait. Donc, cette personne-là, allergique, on a quoi comme solution ? C'est que chacun, on est venu sur des articulations se mettre... moi, je me rappelle, j'étais sur un de ses genoux pour éviter que ça se disloque pendant la séance, quoi. Et donc, tu es là, tu dois bien appuyer en plus. Et donc, tu sens tout ce qui se passe, quoi. Donc ça, ça marque quand même. La psychiatrie, lourde, quoi. Mais bon, c'est pas le quotidien. Tout à l'heure, tu as dit un mot que je trouvais très intéressant, c'est la bifurcation. Justement, maintenant, aujourd'hui, tu es médecin en médecine fonctionnelle et intégrative. Tu peux nous expliquer les raisons? Quel a été le moment où tu as changé de vision sur la médecine? Quel a été le moment déclencheur de ce passage vers la médecine intégrative et fonctionnelle? Je ne sais pas s'il y a un jour, évidemment, très caricatural. C'est une accumulation de beaucoup de choses. En fait, je pense que comme je voulais être médecin depuis l'enfance, je ne me suis jamais vraiment posé la question d'autre chose. Et puis, j'ai fait toutes mes études, ça se passait bien, et ça m'intéressait beaucoup. Ça me passionnait même, c'est plus que de l'intérêt. Et puis, l'assistanat, c'était quand même très dur parce qu'il y a une surcharge de travail qui est énorme. Il y a vraiment un abus du système par rapport aux assistants. Alors, si tu as des endroits... il y a certains lieux de stage où ça va mieux que d'autres, mais il y a des moments où je travaillais des heures pas possibles, t'es de garde tout le temps, et t'es épuisé en fait aussi. Ça vient quand même contribuer au process, je pense. Et puis à la confrontation au réel, c'est-à-dire que tu vas projeter beaucoup d'idéaux. Moi, je suis une grande idéaliste de base. Je pense que tu grandis aussi et que toutes les expériences, surtout quand ce sont des expériences aussi assez intenses, comme j'ai pu raconter en exemple, ça te fait ouvrir les yeux aussi sur une réalité, sur tout un système qui a toutes ses limites et, disons, des aspects à critiquer. Et donc, en fait, tout cumulé, moi, il y a un moment donné, c'était plus possible. Pour faire court, vraiment en burn-out, quoi. J'étais épuisée, donc j'ai arrêté par survie d'abord. En ne comprenant pas ce qui m'arrivait, parce que passionnée, c'était pas la remise en question du fait que j'étais passionnée par tout ça. Et la vision de la médecine de départ, de vouloir aider l'autre, d'avoir envie de comprendre, etc., elle fait partie de moi, elle fera toujours partie de moi.
Puis au fur et à mesure, ça a été, en fait, je retourne pas en psychiatrie, je retourne pas dans le système classique. Mais maintenant que j'en suis, je vois tout ça avec clarté. Sur le moment, t'as le nez dans le guidon. Moi, je me rendais pas compte que la médecine intégrative existait. Je ne connaissais pas cette réalité-là du tout. Et à part être médecin, je connaissais rien d'autre, entre guillemets. Donc, je savais pas ce que j'allais devenir. Puis au fur et à mesure de la reconstruction et de se former dans beaucoup de choses, je vais peut-être expliquer après, je me suis rappelée à ça, entre guillemets, je me suis reconnectée dans le fait que je suis une médecin dans l'âme et qu'on me l'enlèvera jamais. Mais par contre, comment je peux être médecin de façon plus authentique par rapport à mes valeurs et à ma philosophie, à ma personnalité, et ne pas me perdre en fait dans des injonctions extérieures aussi qui me correspondaient pas. Mais est-ce que tu as toujours cette influence du passé, notamment par ton assistanat en psychiatrie, aujourd'hui dans ta prise en charge intégrative? Est-ce que le psychologique fait toujours partie intégrante de ta prise en charge? Est-ce que tu as des sensibilités thérapeutiques plus spécifiques qu'un autre médecin fonctionnel, entre guillemets, quoi? Ça me fait penser à une patiente il y a des années qui avait regardé mon parcours, en tout cas ce qu'on peut en trouver sur Internet, ce qu'on pouvait en trouver en ce moment-là, et qui ne comprenait pas comment ça se faisait que j'étais en médecine intégrative, alors qu'à la base, je viens de la psychiatrie. Ça n'exclut pas, mais voilà, en fait, l'intérêt du corps humain et de la santé. Le fait d'avoir cette fibre naturelle de départ, même déjà enfant, etc., pour l'aspect psycho-émotionnel, la relation humaine, la question de l'écoute et de la considération de l'humain, c'est essentiel à mes yeux. Et là, peu importe la pathologie qui amène le patient, ou pas de pathologie, parce que j'ai aussi des patients qui viennent en prévention d'ailleurs. Donc en fait, d'avoir de l'espace et d'être dans une posture d'accueil et d'ouverture de l'humain et de l'autre, ça me paraît indispensable de toute façon. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que les pathologies neurologiques et ou psychiatriques ou psychologiques, donc que ce soit la dépression, les troubles anxieux, les troubles du spectre de l'autisme, parce qu'en fait, j'ai travaillé aussi dans le milieu de l'autisme pendant mon parcours, le burn-out, évidemment, mais aussi les démences. Il y a énormément de choses qui me passionnent dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que quand on demande rendez-vous pour ce genre de pathologie, on oriente assez bien chez moi parce qu'on sait que j'aime bien. Je cherche d'autant plus dans ces pathologies ce qui peut aider et qu'on ne nous apprend pas à l'université. Si même c'est un autre motif de consultation qui n'a rien à voir, la dimension psycho-émotionnelle, elle est systématique de toute façon à prendre en compte. Oui, de toute façon, parce que finalement, on est, influencé par l'environnement, qu'il soit alimentaire, psycho-émotionnel. Tout ça va conditionner aussi notre santé au final. Et donc, ce qui est assez intéressant, je trouve, d'ailleurs, dans le psycho-émotionnel, c'est que, et notamment tout ce qui est autisme, burn-out, il y a vraiment une vision intégrative et fonctionnelle à avoir, puisqu'on se rend de plus en plus compte aussi dans les lectures, dans les études, qu'il y a plusieurs problématiques, notamment biochimiques et je dirais même physiologiques, qui sont en cours et qu'on peut traiter, moduler pour éviter que des burn-out arrivent aussi ou se passent. Est-ce que tu peux déjà nous en parler de ces pistes, on va dire, fonctionnelles ? Alors, il y a beaucoup de sujets différents à aborder. Tu viens de le dire, biochimie, effectivement. On peut parler par exemple du burn-out parce que c'est quand même un fléau de société. Ça touche maintenant vraiment tous les métiers. Alors, je pense quand même qu'il y a des profils de personnalité qui sont plus à risque de burn-out que d'autres. Mais dans l'historique du burn-out, au départ, ce sont vraiment des populations bien spécifiques dans lesquelles ça a été observé, etc. Maintenant, c'est entre guillemets commun. Après, c'est galvaudé aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir fait un burn-out. Le vrai burn-out, c'est vraiment l'effondrement total et il va falloir du temps pour se reconstruire. À l'université, en médecine, on nous oriente pas du tout sur ces aspects micronutritionnels. Enfin, pas du tout ou pas assez. Évidemment, on pourrait toujours dire que quand même, on en parle un petit peu, mais... Donc, la nutrithérapie, une des formations que j'ai pu faire entre l'assistanat à la psychiatrie et actuellement, ça ouvre des champs énormes. Les vitamines, les minéraux, pour être très basiques, chaque vitamine et minérale, si on le prend isolément, influence des centaines de réactions dans le corps et cofacteur de beaucoup de choses.
tes mitochondries, donc tes centrales énergétiques, elles ont besoin d'énormément de choses pour bien fonctionner, pour fabriquer de l'énergie dans la cellule, et que donc tout est issu des organes dont ton cerveau, mais évidemment pas que, fonctionne. L'abord de la thyroïde en médecine conventionnelle, c'est une vaste blague, quoi. Vaste blague. Il y a plein de choses à dire là-dessus, on peut en parler des heures. Les surrénales aussi. Enfin, et donc, les axes endocriniens. Donc, endocriniens, ce sont les hormones. Il y a des liens verticaux, horizontaux, en diagonale et autres, entre eux, entre les différents axes, avec le système neurovégétatif, donc le système parasympathique, alpha-sympathique, bêta-sympathique, on parle du nerf vague. C'est tous des sujets, je pourrais t'en parler des heures, en fait. Il y a beaucoup de dimensions à aborder. Alors après, il n'y a pas que la biochimie, je pense, il y a vraiment aussi l'environnement, la systémique, que ce soit le milieu professionnel, le milieu privé, le lieu de vie, l'hygiène de vie essentielle. Et il y a plein de choses à dire aussi. La pollution, les perturbateurs endocriniens, c'est énorme comme sujet. Le microbiote intestinal, on va en discuter sans doute. Ouais, d'ailleurs, tu me parles de microbiote intestinal. Quel est pour toi je dirais, la notion ou le thème qui te passionne le plus dans ta prise en charge, notamment psycho-émotionnelle? Parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'origines à un burn-out. Moi, j'ai en tête, pas typiquement l'Epstein-Barr, quand tu as une réactivation. C'est vrai que souvent, on se dit, voilà, je suis en burn-out. En fait, quand tu fais cette recherche, on va dire, infectieuse, tu te retrouves avec une réactivation d'un virus dont tout le monde s'en fout, en fait, au final, où tout le monde se dit, je l'ai une fois dans ma vie et en fait, je l'aurai plus jamais. Ça, c'est ce qu'on a comme savoir, en fait, en tant que patient. Mais en fait, elle se réactive à son bon vouloir durant ta vie. Et c'est vrai que les symptômes de cette réactivation s'apparentent très fort à un burn-out. Une envie de dormir tout le temps, plus envie de rien faire. Et donc, du coup, quel est pour toi ton point de départ pour prendre en charge quelqu'un qui se retrouve en burn-out? En fait, il n'y a pas qu'un protocole, tu vois. Il n'y a pas une seule porte d'entrée, je pense. Quand on dit médecine intégrative, ça dit bien ce que ça dit. C'est multidimensionnel. Pluridisciplinaire aussi. Alors déjà, dans ma pratique seule, je vais avoir plusieurs regards différents, combinés. Et puis, il ne faut pas hésiter à renvoyer vers d'autres pour faire un travail d'équipe. Et donc, si par exemple, j'ai quelqu'un qui arrive dans mon bureau avec un burn-out, déjà, est-ce qu'il se dit en burn-out et c'est fréquent, j'ai des patients, c'est moi qui estime qu'ils sont clairement en burn-out, mais ils s'en rendent même pas compte. Ils sont peut-être pas prêts à le reconnaître parce que c'est quand même narcissiquement très difficile aussi. Ou voilà, il y a des gens qui sont tellement à côté d'eux-mêmes qu'ils ne s'écoutent pas et qui ne se rendent pas compte qu'en fait leur corps est en train de crier. Donc tu soulèves là un sujet aussi très vaste, effectivement, tout ce qui est crypto-infection. On peut parler de la candidose intestinale aussi. Enfin, il y a la dysbiose, donc le déséquilibre de microbiote intestinal, l'axe intestin-cerveau, ça va dans les deux sens de toute façon. Il y a énormément de sujets et là aussi, on ne nous conscientise pas du tout correctement en médecine. Je connais encore plein de médecins qui ne croient pas au burn-out, qui ne croient pas en réactivation EBV. Le Lyme chronique, combien de patients j'ai avec une problématique de Lyme chronique, de co-infection aussi, évidemment, il n'y a pas que le Lyme. C'est complexe, quoi. Il faut quand même distinguer, si on parle d'un burn-out, entre guillemets, un peu officiel. De point de départ, le burn-out, c'est quand même un épuisement dans le milieu du travail. Et puis, au fur et à mesure, il y avait le burn-out aussi parentaux, par exemple. Il y a eu le burn-out aussi de militants écolos, parce qu'à force d'être confrontés à l'impuissance aussi par rapport à toutes des réalités, on a pu sous-catégoriser. Donc, en fait, il y a plein de sous-sujets quand on dit burn-out. Du coup, je préfère peut-être pas dire burn-out, mais un épuisement. Okay. Et un profil comme ça, un patient qui est en fatigue chronique, qui ne sait pas fonctionner, en fait. Et là, le point de départ, c'est une consultation où on prend le temps. On prend le temps d'écouter, de relever tous les différents systèmes, d'examiner les différents points et de lancer des analyses aussi, en fait. Pour justement voir au cas par cas, parce que tu peux avoir un patient A, B, C, entre guillemets, qui a le même profil de départ, mais les réponses, elles ne seront pas du tout les mêmes. Le protocole à appliquer ne sera pas du tout le même. Quel est le problème ou quels sont, parce que je pense qu'il n'y en a jamais qu'un seul, quels sont les problèmes exactement? Tu peux avoir quelqu'un qui a des déséquilibres de neurotransmetteurs énormes, quelqu'un, en fait, ça va encore, ce n'est pas tellement là que le bas blesse, entre guillemets. Mais justement, dans le cadre d'un burn-out, comment est-ce que tu prends en charge le patient? Quels sont les signes évocateurs? Comment est-ce que tu peux nous raconter un cas patient qui va être vraiment marquant pour les personnes qui nous écoutent? Alors évidemment, chaque cas est différent, mais on va un peu caricaturer. Je pense à certains patients où c'était le cas d'école, entre guillemets. Il
fonctionnait très bien avant, puis au fur et à mesure, il y a une fatigue chronique qui s'installe insidieuse, mais ça devient au point où c'est plus possible de fonctionner du tout. Ça peut être, je mets 3 heures à me lever, à me laver, m'habiller, à me mettre en route, en fait. Les facultés cognitives qui sont complètement détruites, entre guillemets, la concentration, l'attention, la mémoire, tout ça, ça ne fonctionne plus du tout. On a l'impression que c'est déconnecté, les fils dans le cerveau. Tu t'es pas spécialement désaffecté, tu peux avoir une perte de sens et avoir effectivement une sorte de distance pas très saine comme ça par rapport à des choses qui normalement te mettaient en joie ou te donnaient envie de faire ce que tu faisais. Mais tu peux aussi être extrêmement fort dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans l'hypersensibilité, à fleur de peau en fait, une irritabilité de dingue, à pleurer pour tout et pour rien. Voilà, donc des écorchés vifs. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, etc. Mais quand même, beaucoup de gens, c'est comme ça. Donc, première consultation, tu accueilles en fait, et tu es à l'écoute parce qu'il y a une dimension psychothérapeutique énorme à avoir. Il doit d'office y avoir dans une prise en charge de burn-out un aspect psychothérapeutique en fait. Moi, j'amène mon regard psy dans ma consulte, oui, mais là, je parle pas de ça, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir un accompagnement psychologique, comprendre comment on en est arrivé là et ce qu'il faut changer. Parce qu'on va se reconstruire, oui, mais déjà, ça peut prendre énormément de temps. Et puis, quand on va bien, le problème, ce sont les rechutes quand même aussi dans le burn-out. Que ce soit systémique, professionnel, familial, de couple. Et souvent, ça amène à des changements de crise, quoi. Première consultation, je reviens là-dessus, c'est vraiment d'identifier les différentes dimensions qui ne vont pas. Donc, et c'est de voir les priorités à travailler. Mais je pense qu'il y a un énorme travail quand même d'acceptation de la situation pour le patient. C'est souvent très compliqué pour l'ego, en fait, de reconnaître cette posture de vulnérabilité. Et je trouve qu'entre autres, ce qui aide vraiment, c'est, je ne dis pas que je le fais systématiquement, mais une analyse de cortisol salivaire en 5 temps différents, c'est ce que je préfère, sur 24 heures, parce que ça permet de montrer à quel point il y a un effondrement. Quand c'est un vrai burn-out, il y a vraiment un effondrement. C'est pas le cortisol qui est super haut, ça c'est plutôt le burn-in justement. Et red flag de dire, attends, là, tes surrénales, elles cravache et à un moment donné, il y aura plus de jus. Et donc, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui, en termes de prévention, qui auraient mérite à faire ça. Ça m'est déjà arrivé de montrer à la personne, mais écoutez, vraiment, factuellement, là, vous êtes en danger de faire un burn-out. Ça peut aider de faire cette analyse-là pour quantifier, oui, ok, mais moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Si je vois le patient dans un tableau burn-out assez caricatural, j'en ai pas besoin. Mais utile, d'une part, médecin du travail, mutuelle, etc., et j'aurais aimé le savoir à l'époque, parce qu'en fait, ça se voit pas, et c'est toujours, selon sur qui tu tombes, t'es bien pris en considération ou pas. La deuxième chose, c'est pour légitimer aussi, parce que souvent, il y a ce problème-là chez les gens en situation de burn-out, c'est qu'ils se disent qu'ils exagèrent, que tout le monde est fatigué, ils se plaignent, et qu'en fait, ils sont un peu faibles, quoi. Et donc, on se lynche comme ça. Non, amener des chiffres, des valeurs chiffrées permet de factualiser aussi les choses, et puis ça peut être un élément de suivi. Parce qu'une reconstruction de burn-out prend du temps. Énormément de situations, enfin je dirais systématiquement si possible, mais bon voilà, financièrement parfois ça n'est pas possible. Des analyses de toute façon micronutritionnelles. Tous les cofacteurs qui influencent au niveau hormonal, au niveau des mitochondries, centrales énergétiques donc, ta thyroïde, tout est influencé. Et l'analyse du microbiote intestinal, je ne le fais pas systématiquement parce que c'est toujours, on peut aller plus loin, mais il faut du temps, il faut de l'argent, etc. Donc, il faut quand même ce compromis-là sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a très probablement une dysbiose, très probablement des soucis divers et variés, potentiellement réactivation effectivement virale, d'autres choses. Donc ça, c'est à prendre en charge. Donc je pense que la première consultation, c'est un gros débroussaillage. On met les fondations, on met en arrêt de travail, c'est essentiel en fait. Dire la stop, c'est repos. Et le premier des traitements d'un burn-out, c'est de dormir. Sauf que c'est pas si simple que ça. Il y en a qui dorment pas bien du tout, mais il y en a d'autres qui dorment 15-20 heures par jour au début. Ouais, comme si c'était nécessaire et que le corps se mettait en mode survie pour revenir à lui-même quelque part. Complètement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ralentissent leur processus de guérison parce qu'ils sont toujours en action. Après, facile à dire. Je pense à des situations que j'ai eues. Mère de famille toute seule à gérer ses enfants et il y a des réalités de vie. Tu peux pas leur dire, là, c'est off. Par contre, tu dois protéger le patient le plus possible. Et donc, le défendre par rapport à l'extérieur et le mettre dans un cocon autant que possible.
il faut qu'ils puissent ne pas devoir puiser encore plus dans un puits qui est complètement vide, en fait. Et petit à petit, tu vas re-remplir le puits. Le re-remplir, c'est notamment par des compléments alimentaires, mais moi, je trouve que c'est bien de personnaliser, d'orienter. Il y a des choses qui, de principe, sont intéressantes. Je pense au magnésium. Bon, c'est clair que burn-out égale magnésium, pour moi, ça, c'est assez sûr, sauf quelques contre-indications éventuelles. Mais il y a d'autres choses, le coenzyme Q10, par exemple, la vitamine B, mais t'as tant de choses, quoi. Mais ça, il y a un élément que tu as dit qui m'a fait un peu sourire, en fait, quand je t'ai demandé vraiment quelle est ta prise en charge en médecine fonctionnelle de ce type de patient. Et en fait, ce que je remarque et ce qui, moi, me saute aux yeux quand tu parles de ta prise en charge fonctionnelle par rapport à une prise en charge, on va dire, allopathique, c'est l'écoute. Ça qui me fait le plus, qui me ressort le plus, c'est de prendre le temps d'écouter le patient dans un premier temps. Ça, c'est déjà pour toi, de ce que je comprends, ta première intention dans un point de vue intégratif et fonctionnel, quoi. Je sais pas si c'est ça, mais c'est vraiment pour moi une grosse différence que je peux ressentir dans ta manière d'exprimer les choses par rapport à cette médecine conventionnelle où au final, t'as 15 minutes de rendez-vous et 15 minutes de consultation pour quelqu'un qui est en burn-out. Ça me semble pas du tout, comment dirais-je, légitime et constructif pour le patient. Parce qu'en 15 minutes, t'as pas le temps d'établir un profil, t'as pas le temps de comprendre la personne, de l'écouter. Et au final, tu risques de te retrouver avec des antidépresseurs qui, comme le disait le docteur Asimon il n'y a pas si longtemps, qui n'a jamais guéri quelqu'un d'une dépression. Tu as parlé du cortisol salivaire en 5 temps. Est-ce que tu peux nous dire la différence qu'on peut retrouver dans cette analyse-là par rapport à un cortisol fait le matin au niveau sanguin, quoi? En fait, je donne souvent cette image-là à mes patients, mais une prise de sang, c'est une photo de ce qu'il y a dans le sang à ce moment-là, au moment T. Le cortisol salivaire en 5 temps, pareil, à l'époque de la médecine conventionnelle, moi, je ne connaissais pas cette analyse et j'aurais bien aimé le savoir parce que ça permet d'avoir un profil. Enfin, tu sais, tes hormones, ça fluctue tout le temps. C'est comme la pression artérielle. Tu prends une pression artérielle dans un bureau de médecin, c'est très bien, évidemment, mais c'est pas le reflet du quotidien non plus. C'est labile, ça fluctue, je veux dire. Et donc, le cortisol en 5 temps, il permet de voir à des temps bien précis, parce que tu dois pas le faire n'importe quand. Tu fais le matin, tu fais une demi-heure après, tu fais à midi, tu fais à 18h, à 22h. Ça permet de voir vraiment la cinétique. Quelque chose de dynamique. Notre corps, ça c'est en mouvement, en fait. Cortisol du matin dans le sang, si il est normal ou anormal, mais qu'est-ce que t'en sais pour le reste de la journée? Est-ce que c'est normal pendant la nuit, etc. D'une part. D'autre part, il faut bien se dire que même le stress de la piqûre, où tu viens faire ta prise de sang, tu prends ta voiture, tu as eu un coup de klaxon, tu as un connard qui t'a coupé la route, mais ton cortisol, il va être faussement élevé aussi. Tu vois, c'est peut-être une connasse aussi, on ne sait pas. Tout à fait. Pas de sexisme, mais non, mais et ça qui est intéressant aussi, je trouve que effectivement avoir une vue large sur le cortisol, ça permet aussi de comprendre en fait les symptômes ou la clinique du patient, parce que c'est vrai que si tu as quelqu'un que tu penses être en burn-in ou en burn-out, en fait, ou même juste en décalage. Il y a des gens qui ont vraiment un manque d'énergie le matin et pour autant, le soir, ils carburent à mort. Et c'est vrai que cette analyse de cortisol peut permettre de comprendre aussi l'énergie du patient et de dire, OK, vous voyez, et notamment avoir une approche pédagogique avec le patient. Comme tu l'as dit, les analyses, c'est un point de départ, mais ça peut permettre aussi au patient de comprendre de par un visuel, voilà pourquoi tu ressens ces symptômes-là à ce moment-là, voilà pourquoi tu ressens cette énergie le soir, quand on voit ton pic de cortisol le soir, c'est logique. Et je prends l'exemple aussi d'un pic de cortisol nocturne, qui est responsable de pas mal de réveils au final, pour plein de raisons. Donc c'est vrai que c'est une analyse intéressante, surtout en 5 temps, quoi. Tout à fait. Mais ça fait partie des choses. Si déjà en médecine générale, on nous apprenait ça, ça aiderait grandement à tout niveau. Après, le cortisol, pour moi, c'est insuffisant, évidemment, ça va bien au-delà. Et je pense que des urines de 24 heures pour un bilan thyroïdien et tous les cofacteurs thyroïdiens, c'est indispensable. Et là, pareil aussi, en médecine conventionnelle, on évalue le bilan thyroïdien avec TSH, T4.
Et encore, je connais quand même beaucoup de médecins qui font juste une TSH. TSH, elle peut faussement s'élever pour plein de raisons, et donc voilà, mais elle peut être aussi normale. Et alors on dit aux gens, non, vous n'avez pas de problème thyroïdien. Et donc en fait, c'est tout l'inverse de la légitimisation dont je parlais tout à l'heure, qui est hyper importante. Être à l'écoute du patient, c'est aussi le considérer, c'est lui apporter une existence. Et en fait, en tant qu'être humain, on a besoin d'être vu aussi. Et qu'il y ait une posture d'accueil et d'un espace là pour déposer, tu vois. Mais donc les analyses, effectivement, elles aident aussi à conscientiser, à légitimer, etc. Je reviens donc sur la thyroïde. Ça fait partie des choses qui m'affligent, en fait. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire, soi-disant, des bilans thyroïdiens comme ça? Et puis quand il y a hypothyroïdie, soi-disant, et à part de la T4, donc thyroxine, qu'on va donner... je caricature un peu, mais enfin, c'est franchement quasiment que ça, quand même, dans la pratique d'une approche d'hypothyroïdie en médecine classique, alors que c'est peut-être pas du tout le problème. La conversion de T4 en T3, etc., etc. Et les cofacteurs, si tu manques d'iode, si tu manques de sélénium, si tu manques le bilan de fer est à faire. Non, pardon, je vais pas faire ça. Très très bon ça, ce bilan de fer est à faire. Le bilan de fer, le zinc, la vitamine A, la vitamine D pour plein de choses d'ailleurs aussi, elle est super importante. Enfin, il y a énormément de sous-sujets et c'est bien sûr, encore une fois, prise en charge comme j'aimerais bien faire systématiquement. Pas possible. Il faut que le patient sache suivre, financièrement d'une part, mais aussi intellectuellement, parce qu'effectivement, c'est une médecine qui est plus compliquée. Bien sûr. Mais par contre, tu peux déjà faire des choses basiques, entre guillemets, qui sont déjà beaucoup plus approfondies que la médecine conventionnelle et aider le patient grâce à ça. Rien que la carence en vitamine D, ça peut vraiment aider sur la question de la fatigue, même de symptômes dépressifs. J'en ai été étonnée moi-même, mais il y a des années, j'avais observé ça chez des patients. Tu sais, en première de psychiatrie, première année de spécialisation, je dosais la vitamine D et tous mes collègues se foutaient de ma tronche parce qu'ils voyaient pas l'intérêt. Alors que ça va bien au-delà des os et de l'immunité. En fait, on dit, c'est comme une hormone, tellement ça a des actions multiples et variées. Et donc, on n'est pas obligé de faire compliqué si on n'a pas le choix. En fait, on peut toujours... Je reviens sur la question de l'écoute, ne serait-ce que d'être d'humain à humain et d'écouter le patient et d'avoir un espace et d'oser quelques éléments peut déjà apporter énormément. Mais voilà, urine de 24 heures pour un bilan, là aussi, une cinétique beaucoup plus approfondie que juste one-shot prise de sang, et combler les carences et personnaliser les dosages et le protocole et les priorités. Mais c'est vrai, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'au final, on se foutait de ta tronche, comme tu dis, lorsque tu dosais la vitamine D, mais quand on s'intéresse réellement à aller creuser plus les causes des conséquences qu'on peut revoir dans la dépression ou à ce genre de choses, c'est quand même vachement publié que la carence en vitamine D est présente chez 70 ou 70, selon le pays où vous nous regardez, % des gens qui sont en dépression, comme le zinc. Je suis encore tombé sur une lecture il n'y a pas si longtemps que ça, où la carence en vitamine B1 donne les mêmes symptômes cliniques que le burn-out en lui-même. Donc, effectivement, c'est pas que c'est forcément la vérité ou systématique, mais par contre, il y a clairement des causes micronutritionnelles qu'il faut identifier pour déjà prendre en charge un patient dans sa globalité. Si on part du principe que le burn-out est seulement psycho-émotionnel, c'est une erreur aussi. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette vue fonctionnelle et intégrative, c'est de prendre tout en considération pour apporter un plus dans la vie du patient, qui au final, dans la médecine allopathique, qui n'est pas la méchante, mais n'a pas les armes, ni le temps, ni la possibilité de pouvoir prendre en charge des patients qui nécessitent beaucoup plus de temps et d'énergie et de savoir et de compétences, quelque part. Parce que dans la médecine, tu vas m'en parler, mais dans la médecine allopathique, je pense pas que tu travailles autant après journée sur tes cas patients que dans la médecine fonctionnelle ou intégrative. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Oui, je souris parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je n'arrive pas toujours à comprendre, c'est que la médecine, c'est tellement vaste, les cas sont tellement complexes, et même quand tu as des outils pour gérer une situation, tu peux toujours aller plus loin, il y a toujours des nuances, etc. Mais c'est quelque chose qui m'afflige aussi. Il y a beaucoup de médecins allopathes qui, effectivement, on va dire, se reposent sur leurs acquis, qui estiment qu'à partir du moment où ils ont fait les plus belles études... il y a quand même beaucoup d'élitisme, et on nous pousse quand même à se considérer comme supérieur à la population en médecine.
Et donc, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais j'en connais beaucoup qui m'ont déjà sorti ça. Pourquoi est-ce que tu t'emmerdes le soir à continuer à bouquiner là-dedans et à être un peu condescendant par rapport à ça, ou à juste pas comprendre, voilà. Et ils se limitent à ce qu'ils savent faire. Bon, après, ils ont le droit. Hein. Et par contre, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec le fait que les médecins conventionnels sont pas très bien placés. Il n'y a pas le temps aussi pour et les compétences. Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de très chouettes médecins conventionnels. J'en connais, hein, clairement. Et que le système ne permet pas non plus. Bien sûr. Quand tu veux prendre le temps, enfin, je repense à mes tours de salle en psychiatrie, hein, pareil aussi, et à des généralistes que je connais qui sont en souffrance de ça. T'es obligé de faire à la chaîne, en fait. T'as pas le temps. Et donc, il y en a qui vont prendre quand même le temps, mais alors c'est un sacrifice personnel. Tu termines 3 heures plus tard que tes collègues parce que tu peux pas accepter de prendre aussi peu de temps. Mais à force, c'est en toi que tu puises. Donc, il faut aussi créer les conditions pour, et il faut que le système accepte ça. Oui, parce que de toute façon, quand je dis, voilà, la consultation en médecine générale, c'est 15 minutes, c'est d'office déjà un frein à la prise en charge de ce genre de... Donc, en fait, quand tu vas consulter un médecin pour ton problème de burn-out pendant 15 minutes, ben, quelque part, tu vas déjà au mauvais endroit, puisque ça demande beaucoup plus que ça, on va dire, malheureusement, pour aller mieux. Donc c'est vrai que malheureusement, on est dans un système qui ne permet pas justement la prise en charge de problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus profonds. Et c'est vrai que typiquement, le nerf de la guerre, c'est le financier. Le financier, ça revient toujours sur la table dans cette guéguerre entre la médecine allopathique et médecine conventionnelle en disant, ben voilà, les consultations coûtent plus cher, les analyses sont plus onéreuses puisque ça demande beaucoup plus de techniques et les analyses sont plus chères. Oui, peut-être, mais dans les faits, ben, vous gagnez probablement du temps sur votre problème. Il y a d'autres apports beaucoup plus riches que... voilà, ça demande aussi beaucoup plus de travail après journée pour un médecin. Quelque part, si vous avez une consultation qui est beaucoup plus chère qu'en médecine générale, il n'y a pas en médecine fonctionnelle. La consultation est là, ça prend du temps, mais il y a aussi le travail après journée, puisqu'il y a les analyses qui sont beaucoup plus complètes et aussi, ben, comme tu l'as dit, des recherches. Et quand tu es dans une recherche qui est beaucoup plus... on va dire moins publié ou moins connu du système de la médecine en général, tu es obligé de prendre sur ton temps privé, je pense, alors, pour avoir des solutions. Est-ce que tu peux nous raconter justement, quantifier le temps que tu as passé sur un cas particulier pour montrer aux gens à quel point ça demande du temps de faire de la médecine fonctionnelle? Ça dépend évidemment des situations, mais déjà rien que tes formations, si tu comptes, je veux dire... Dans mon cas, donc j'ai fait la nutrithérapie, je me suis formée en aromathérapie, en gémeaux, donc les huiles essentielles, les bourgeons, en endobiogénie, donc ça c'est une approche très, très spécifique, système nerveux, endocrinien, immunitaire, la phytothérapie. Tu vas faire des formations sur le microbiote, mais c'est vaste, hein, le microbiote, il y a beaucoup de choses à dire. Tu vas à des congrès, tu vas écouter des webinaires, tu lis des bouquins, tu fais des réunions aussi avec des gens qui sont dans la même philosophie, etc. Si tu mets tout bout à bout, c'est énorme. Après, tu le fais par passion, voilà. Mais effectivement, ça, je pense que beaucoup de gens ne le voient pas. Et que tout ça, ça se paye aussi de notre poche. Et puis, c'est du temps que tu dois prendre qui est assez énorme, quoi. Après, pour un patient en tant que tel, oui, potentiellement, parfois, j'ai une heure ou deux, parfois. Hein, ça peut être très long de consultation. Et ils ne se rendent pas toujours compte que derrière, j'ai passé... le double ou l'équivalent, parce qu'en fait, c'était un cas très spécifique. Il y avait des choses pas normales, pas classiques dans l'interprétation des résultats, ou bien on a mis des choses en place et ça aurait dû fonctionner, mais une garantie absolue en médecine, je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose aussi qui m'énerve, que ce soit en médecine classique ou pas, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'ego quand même dans le milieu de la médecine, je trouve. Et beaucoup de gens qui disent, moi j'ai tout compris, voilà, faut faire ça. Et des théoriciens comme ça, théoriciens qui c'est intéressant, mais sur le terrain, en fait, il y a toujours bien des éléments bizarroïdes, entre guillemets. Tu as des patients où ça se passe super bien et facile, entre guillemets, ils te revoient, ils vont mieux, et voilà, tout roule, ils sont contents, t'es content, enfin bon, évidemment, mais tu as aussi des situations où tu comprends pas toi-même pourquoi ça va pas, où ils ont fait des réactions à tes produits, ben donc du coup, tu dois adapter. Tu dois pas te limiter à tes convictions à toi ou à ce que tu connais. Il faut tout le temps se remettre en question, en fait.
Et ça, c'est une posture qui, je pense, est fondamentale, mais qui forcément te coûte de l'énergie, te coûte en émotionnel, c'est pas toujours évident, et qui fait que tu dois prendre du temps. Alors évidemment, moi je suis jeune, donc je le vois d'autant plus comme tel qu'il faut se former, mais j'espère bien qu'à 80 ans, je vais continuer à me former en fait, parce qu'il n'y a pas de fin. Et tu dois tout le temps être dans l'échange, comme on peut être maintenant, qui vient. C'est une gymnastique mentale aussi. Tu dois déconstruire des choses pour en construire d'autres. Et la médecine, elle est en mouvement aussi. C'est indispensable. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour du burn-out. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans ce cadre-là ? Oui, pour terminer sur ce sujet, je pense au fait qu'avant de travailler au sein de la clinique Ozone 2000, moi j'ai co-créé une ASBL pour les gens en burn-out et on faisait plein de choses. Bon, peu importe, c'est pas le sujet ici, mais notamment des groupes de parole. Et c'est une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et je trouvais ça en fait fondamental de pouvoir proposer ça. Et c'est incroyable comme ça manque encore énormément. Parce qu'en fait, c'est une opportunité pour ces gens en souffrance d'échanger avec d'autres gens qui vivent la même chose. Évidemment, chacun vit ses histoires de vie et ses problèmes. Voilà, mais ils sont quand même beaucoup plus compris. De pouvoir échanger aussi sur des solutions qu'ils ont trouvées pour X ou Y problèmes. De pouvoir aussi déposer les difficultés, notamment relationnelles, que ça amène, hein, parce que forcément, c'est un énorme chamboulement au sens large. Et voilà, ça, je pense que ça fait partie des gros changements qu'il doit y avoir. Et au-delà du burn-out, sans doute, beaucoup de groupes thérapeutiques, la force de la solidarité, de se sentir moins seul, en fait, dans ces difficultés, c'est essentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens désespérés, peu importe par rapport à quoi, qui le seraient peut-être moins s'ils pouvaient avoir une communauté, en fait. Ici, on avait parlé du burn-out, mais c'est vrai qu'il y a d'autres situations un petit peu difficiles pour certains, hein, donc moi-même je vis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les problèmes fonctionnels qu'on peut avoir dans le TDAH et le trouble du spectre autistique? Est-ce que tu as identifié des choses sur terrain? Parce que tu m'as parlé tout à l'heure que tu suivais beaucoup de patients, notamment dans l'autisme et probablement dans le TDAH aussi. Qu'est-ce que tu as à nous partager là-dessus ? Donc moi, de départ, c'était justement en psychiatrie, j'ai été dans un centre diagnostique, en fait, d'orientation diagnostique. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des enfants, ados ou adultes qui venaient parce qu'ils se posaient la question, est-ce que je suis autiste ou pas ? On est à une époque où c'est à la fois beaucoup trop diagnostiqué et toujours sous-diagnostiqué. C'est un peu paradoxal ce que je dis là, mais comme c'est très complexe, il n'y a pas une analyse qui va dire oui, non directement. Et donc, ça dépend franchement de notre chance, quoi. Est-ce qu'on est tombé sur un médecin ou un psychiatre ou psychologue qui s'y connaît, en fait, et qui a réussi à déceler ça, ou pas du tout. Et moi, à l'époque, j'avais été assez choquée de ça, mais même mes superviseurs, mes maîtres de stage, etc., ils le reconnaissaient, hein, alors qu'ils étaient super. Enfin, moi, je me suis bien entendue avec tout le monde, il n'y a pas du tout de... Mais ils pouvaient reconnaître que l'autisme, c'était pas leur fort, quoi. Ou il y en avait qui avaient une approche encore hyper archaïque, à mon sens, hein, en mode vraiment l'ancienne psychanalyse, quoi. C'est la faute de la mère s'il y a de l'autisme, hyper culpabilisante, etc. Alors qu'il y a une réalité qui est de neurodivergence, et c'est un sujet énorme, en fait. Chacun y va de sa théorie. Moi, ça, c'est l'observation que j'en fais. Ça élève les passions aussi, hein, beaucoup. Donc, du coup, si on le voit d'une réalité, on est parfois très, très violemment opposé à une autre réalité. Donc, moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans tout ça. Je dirais juste que dans le TSA, il y a des situations, ça m'est arrivé vraiment, de patients qui, en fait, pour moi, étaient clairement dans un TSA de haut niveau et qui venaient... C'est pas une maladie, bien sûr, c'est un fonctionnement cognitif, neurologique, etc., particulier, mais qui, en fait... sont en souffrance de ça. Et beaucoup de gens n'ont pas la conscience de ça et donc ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas comme les autres. La question de la normalité, en fait. Je ne suis pas normale, mais pourquoi ? Je me sens extraterrestre, mais... et ça, moi, je trouve ça fascinant. Ça fait partie des choses qui continuent à m'accompagner et c'est clair que mes expériences en psychiatrie m'ont nourri aussi de ça, notamment de théorie ou de pratique avec les patients dans l'orientation diagnostique, comme je disais. Et donc, des patients où je pense à une en particulier, c'est une chouette histoire. Elle me voit pour tout à fait autre chose, mais je trouve qu'elle est caricaturale dans le TSA de haut niveau, qu'on disait Asperger auparavant. C'est plus dans la classification actuelle.
Enfin, là, c'est une évidence. Je fais attention à ne... J'estime que c'est pas ma juste place que de poser des diagnostics psychiatriques. Hein. J'ai bifurqué dans d'autres réalités professionnelles. Mais là, c'était tellement caricatural et j'avais un très bon rapport avec cette personne d'emblée. Donc, j'ai osé lui renvoyer assez vite le fait que pour moi, elle faisait partie de ce spectre et que ce serait bien de faire un vrai bilan. Elle l'a fait. Diagnostic, bon là j'avais ma main à couper qu'elle l'était, et ça a été confirmé. Ça a changé sa vie en fait. Et là on n'est pas sur de l'ordre du pathologique, mais ça fait quand même partie de ce qui peut être amené en consultation, parce que du coup c'est une vision du monde et une réalité, une hypersensorialité par exemple qui est à prendre en compte. Et il y a quand même des éléments micronutritionnels qui peuvent être intéressants à voir, etc. Oui, justement, je te coupe. D'ailleurs, quelle est maintenant, tu parles de cette patiente-là, quelle est ta manière d'aborder sa prise en charge, du coup, comme tu sais qu'elle a cet estampillage trouble du spectre autistique, comment tu travailles en médecine fonctionnelle avec cette patiente-là ? Mais de toute façon, je pense que ta relation avec ton patient doit toujours s'adapter au type de personne que c'est. Donc là, le fait qu'elle soit dans un spectre TSA de haut niveau et la manière de communiquer avec est complètement différente. Et donc, effectivement aussi, comprendre les choses, c'est super important. Et il y a, notamment par l'hypersensorialité, le système nerveux est quand même... Il y a plein de particularités, en fait. Et donc, il y a des surconsommations de micronutriments, notamment. Donc là, c'est important d'essayer d'adapter aussi, et puis d'accompagner, mais même par des rapports, des aspects plus administratifs aussi, mais d'essayer de faire en sorte que l'environnement de vie, de travail, etc., soit adapté. Voilà, ça c'est une partie du TSA. Par contre, il y a d'autres types de TSA où là, il y a quand même... Alors, je sais que ça va... voilà... Je sais à quel point il peut y avoir de la violence dans tous ces débats, mais il y a quand même des situations d'autisme réversibles, en fait. Il y a des aspects où non, et je connais des personnes avec autisme qui disent « mais il y en a marre qu'on entende que ça se guérit et que c'est une maladie, ça n'en est pas ». Et je suis totalement d'accord aussi. Mais en fait, c'est parce qu'il ne faut pas confondre de quoi on parle. C'est un champ énorme, très très vaste. Et il y a des situations d'autisme, de comportement autistique, etc., qui sont en fait réversibles à cause de carences micronutritionnelles ou d'excès de pollution, de métaux lourds, de pesticides, de dysbiose intestinale, de parasitose. Et il y a beaucoup de sujets en fait qui sont de plus en plus exploités. Et dans le monde, il y a vraiment des gens hyper intéressants dans le domaine. Mais pareil, il y a beaucoup de freins et de sabotage au fait que ça se diffuse, ça. C'est malheureux. J'ai rencontré un médecin qui m'a raconté une histoire patient d'un enfant de, je crois, 6-7 ans qui en fait était estampillé autiste, qui était sous traitement, on va dire, médicamenteux. Et lui, dans sa prise en charge fonctionnelle, il a tout de suite pensé à l'environnement. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dosé la plombémie au niveau sanguin, qui est un marqueur très fiable pour le plomb. Et il s'est rendu compte que le taux de plomb était 30 à 40 fois au-dessus de la normale. Donc lui, il a travaillé sur le terrain, il a déjà identifié, il a aidé à identifier la source d'intoxication, qui était une théière en plomb, qui relâchait du plomb forcément. Et donc il a, de manière homéopathique, de ce qu'il m'a raconté, travaillé sur la détox métaux lourds avec cet enfant-là. Et en 6 semaines, je pense, il avait fait baisser le plomb à des valeurs normales. Et en fait, le patient, donc l'enfant, est revenu à lui quelque part. Et en fait, il était atteint de saturnisme. Et c'est un élément qui est plus forcément pensé ou qui n'a pas forcément été pensé dans la prise en charge en médecine allopathique, où on se dit, est-ce qu'on a fait attention à l'environnement, à cette intoxication, on va dire, qui est environnementale. Donc, comme tu l'as dit, il y a parfois des cas particuliers où c'est finalement réversible. Et donc, c'est toujours intéressant et hyper important d'avoir une vue au sens large de la prise en charge du patient. C'est pas t'es autiste, point barre, quoi. Il y a vraiment, comme tu dis, voilà, des dysbioses, des cas particuliers où tu peux te retrouver dans des comportements qui peuvent être similaires, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de nous avoir fait partager ça, forcément, parce que nous, en tant que patients ou en tant que personne qui ne fait pas partie du monde médical, de pouvoir faire la différence entre ces différents types d'autisme, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le trouble de l'attention et de l'hyperactivité qu'on appelle plus communément TDA ou TDAH c'est une notion qui revient très souvent maintenant puisqu'on en diagnostique de plus en plus. Peux-tu nous en parler ?
Évidemment. Là aussi, il y a les vrais TDAH et les faux, entre guillemets. Et ça, en psychiatrie à l'époque, j'avais eu l'occasion d'en voir des vrais, entre guillemets. Et c'est là qu'on voit la différence. Parfois, il y a quand même parce que c'est une critique que beaucoup apportent, et je ne suis pas totalement en désaccord non plus. Il y a des situations soi-disant d'enfants TDAH, parce qu'en fait, manque de cadre, et manque d'éducation peut-être, ou des choses comme ça. Mais il y a aussi le vrai TDAH, qui a un dysfonctionnement quand même neurodéveloppemental aussi, avec des anomalies potentiellement biochimiques importantes. Notamment, je connais plus par cœur, ça date trop, il y a des années de ça, mais il y avait une dame comme ça en Australie qui avait fait un reportage avec des gamins où il y avait une adaptation de l'alimentation, évidemment sucre en tête, mais pas que. Et ils avaient adapté ça pour une nourriture beaucoup plus saine, beaucoup moins d'additifs, etc. Mais la différence de comportement et de facultés cognitives, d'attention à l'école, etc., mais du coup aussi de bien-être de l'enfant. Évidemment, TDAH chez l'adulte, c'est encore tout un autre sujet. Il y a beaucoup d'adultes avec TDAH qui s'ignorent et qui sont aussi avec une certaine forme de handicap dans la société à cause de ça. Là, je vais me concentrer plus sur enfants, ados, etc., où c'est un problème au niveau scolaire, par exemple. Mais ça peut créer aussi des dépressions par la suite, parce que du coup, toujours se sentir anormal, plus con qu'un autre, alors que souvent, c'est justement tout l'inverse. Je dis pas que c'est toujours, mais bon, voilà. La notion notamment d'alimentation anti-inflammatoire, antioxydante, où on est le plus brut possible. Tous les aliments ultra transformés avec tous ces additifs, ces polluants, ça a un impact énorme sur notre santé, que ce soit psychique, neurologique, physique et autres. Donc il y a ça, il y a encore une fois la question du microbiote intestinal qui influence énormément potentiellement les choses. Et des analyses micronutritionnelles, ça fait partie de la prise en charge aussi. Et on va peut-être aller plus loin d'ailleurs avec ça, mais juste avant, je pense au fait que quand j'ai commencé la médecine fonctionnelle, j'ai quand même eu des situations où j'aurais bien aimé le savoir quand j'étais en psychiatrie, parce que la fameuse Rilatine ou Ritaline selon Belgique ou France, qu'on donne aux enfants TDAH. Alors, moi, dans mon cercle privé, j'en ai connu chez qui ça a été bénéfique. Ça les a vraiment aidés, ça les a régulés. Donc là aussi, la diabolisation totale, mais je pense que tu as compris, ça c'est le tout ou rien en médecine, j'y crois pas. Il y a quand même toujours de la nuance. Mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de situations où on va donner de la Rilatine, alors que ça ne solutionne pas du tout les choses, et qu'on peut faire autrement et beaucoup plus sainement. Et donc la tyrosine, par exemple, moi j'ai vraiment vécu des situations où rien que ça, rien que de supplémenter en tyrosine. Alors attention, comme pour tout, il y a des contre-indications, etc. Je dis pas de le faire systématiquement. Mais j'ai eu des situations où les parents me voyaient comme sauveur absolu, alors que pas du tout. C'est juste que dans cette situation, ça a bien fonctionné avec quelque chose d'assez simple et pas coûteux. Et donner de la tyrosine le matin à jeun, parce qu'il y a la compétition aussi pour le passage de la barrière hémato-encéphalique, et c'est un précurseur de dopamine, en fait. Et le TDAH, c'est une problématique à ce niveau-là. Je dis pas que c'est uniquement ça, mais enfin... Eh ben voilà, on peut éviter une médication, en fait. Je ne dis pas que c'est systématiquement possible, mais c'est comme pour les dépressions. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Ça date un peu, mais tu parlais de Résimon, qui disait qu'il n'y a docteur Résimon, pardon, qu'il n'y avait aucune dépression qui pouvait être complètement solutionnée, guérie par des antidépresseurs. Je suis d'accord avec l'idée que ça ne solutionne pas la cause. Par contre, j'ai eu quelques cas quand même, rares certes, mais il faut surtout pas les louper, où il faut absolument des antidépresseurs ponctuellement, parce que le suicide, c'est pas rare, quoi, vraiment. Et notamment, par exemple, dans la bipolarité, maladie maniaco-dépressive, tu as une vraie dépression, ça peut aller très très vite. En quelques jours, il allait bien, le gars, ou la femme allait bien, et en quelques jours, ça peut aller au suicide, quoi, vraiment. Donc là, il faut médiquer. Donc attention, là aussi, diabolisation. Je déteste l'usage des psychotropes qu'on a actuellement. Je pense que c'est effectivement complètement abusé et qu'il y a un manque d'éducation des thérapeutes, des médecins par rapport à plein d'autres options. Mais il y a des situations où il faut absolument quand même transitoire. Bon, parenthèse fermée. Je reviens sur le TDAH. Voilà, pareil. La tyrosine peut être d'une aide énorme, en fait. Mais c'est vrai que, notamment dans l'enfance et à l'adolescence, ce qu'on retrouve très souvent dans le schéma alimentaire des enfants et des ados, pour l'avoir vécu, c'est ce côté un petit peu où il y a un manque d'éducation sur l'alimentation. C'est-à-dire que tu parles de tyrosine et clairement, le matin, très souvent dans les habitudes des enfants, c'est le bol de Kellogg's avec du lait. Et en fait, au final, déjà ça a un point de départ problématique dans la journée de l'enfant. Et c'est vrai que
ça va conditionner son attention, sa capacité d'apprentissage, son hyperactivité aussi. Parce que moi, typiquement, quand je mange du sucre, je suis intenable. Je ne sais pas rester en place, je m'arrête pas et je suis invivable pour les autres. Donc c'est vrai que cette alimentation, c'est vraiment une base primordiale. Comprendre la nutrition comme la macronutrition et la micronutrition, c'est essentiel dans la prise en charge de ce genre de patientèle, on va dire. Au-delà des médicaments qui peuvent aider quelqu'un, la nutrition, ça reste quand même la base. Et puis oui, effectivement, la tyrosine, typiquement, ça reste un acide aminé que tu peux retrouver dans l'alimentation, mais qui peut vraiment changer la donne aussi dans des cas bien particuliers, parce que c'est juste une vision biochimique, physiologique qui est primordiale. C'est la base, c'est du sens, en fait, c'est le bon sens, quoi. Donc je suis assez d'accord avec ça, puisque moi j'en consomme et ça me fait un bien fou aussi. Et d'ailleurs, typiquement dans les problèmes de dépression, la carence en zinc, c'est un cofacteur essentiel de la tyrosine hydroxylase et donc de la dopamine, quelque part. Donc effectivement, ce sont des micronutriments qui peuvent largement aider des gens qui sont censés être médiqués, en fait, au final. Violette, est-ce que tu peux nous parler justement, parce que le TDAH, le TSA en médecine fonctionnelle, qu'est-ce que tu vas rechercher? Quels sont les biomarqueurs sanguins que tu vas vouloir identifier comme point de départ dans la prise en charge micronutritionnelle et fonctionnelle? Alors, être exhaustif, je crois que ce ne sera pas possible ici, mais notamment un bilan de tout ce qui est forcément stress oxydatif, voir s'il y a de l'inflammation silencieuse et autres. La méthylation, c'est essentiel. Donc la méthylation, l'homocystéine, la B9, alors les folates sériques érythrocytaires, parce que tu peux avoir vraiment des différences d'interprétation aussi. La vitamine B12, pareil, sérique et B12 active. La B6 peut être intéressant, mais alors toujours dans la pratique, le budget fait que je ne le fais pas systématiquement chez tout le monde non plus. Voilà, mais ces éléments-là, le zinc, le bilan de fer, la vitamine A, les oméga 3, évidemment. En fait, il y a plein de gens qui ont un profil d'acide gras érythrocytaire, comme on dit, donc les oméga 3, 6, 9, etc., que tu peux analyser dans une prise de sang. Si tu as des anomalies, et franchement, qui n'en a pas, j'exagère un peu, mais... tu as un profil pro-inflammatoire, tu as des carences énormes en EPA, DHA en particulier, pour la question du cerveau. Par exemple, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais rien que solutionner ça va avoir un impact énorme, en fait, sur les facultés cognitives, que ce soit dans le TDAH, que ce soit en TSA, que ce soit dans la dépression, que ce soit dans les burn-out, par exemple, parce qu'en fait, tu vas donner ce qu'il faut essentiellement à ton corps pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir être en équilibre, en fait. Est-ce que tu aurais un mythe dans la médecine, que ce soit en psychiatrie ou en médecine fonctionnelle ou peu importe, un mythe à éclater que tu en as marre d'entendre au quotidien et que tu voudrais vraiment remettre l'église au milieu du village? Je pense qu'il y a la question du fatalisme, en fait, de dire il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Quand même énormément de situations de problèmes physiques et ou psychiques où on renvoie aux gens, mais en fait parce qu'on ne sait pas. Mais est-ce qu'on peut aussi reconnaître avec humilité qu'on ne sait pas et qu'il faut orienter vers quelqu'un d'autre? Ou qu'il faut chercher? On parlait de ça tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de médecins ou thérapeutes qui je trouve, ne cherchent pas assez. Mais enfin, il y a l'épigénétique, c'est quand même absolument fabuleux. Donc il y a des situations où réellement des polymorphismes génétiques ou des tares génétiques, enfin voilà, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. On n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut rien faire en accompagnement autour? Il y a des pathologies qui ne peuvent pas se guérir. Mais est-ce que pour autant, en termes de qualité de vie, en fait, il n'y a pas des actions à mener? C'est comme, c'est pas le sujet du tout d'aujourd'hui, mais les situations de cancer, il y a des situations où effectivement, là, il y a un moment donné, vraiment, il n'y a plus rien à faire. On abandonne le patient pour autant? Non, en fait, il y a plein de choses à faire pour essayer d'accompagner plus en douceur et d'avoir quand même un impact au moins symptomatique. Je reviens sur le fatalisme de situations où, soi-disant, vous n'avez rien. J'ai des patients tous les jours, je pense, qui me disent ça, avec beaucoup de trauma, souvent, que toute leur vie, ou pendant des mois ou des années, ils ont vu plein de médecins et qu'on leur a dit « c'est dans votre tête » ou « vous n'avez rien, arrêtez de voir des problèmes là où il n'y en a pas ». En fait, écoutons le patient. Si le patient dit qu'il y a un problème, il y en a un. C'est peut-être qu'on n'a pas réussi à identifier lequel, mais bon. Donc, s'acharner quand même, non pas l'acharnement absolu, total pour tout,
Comme je dis, il y a des choses qui ne se guérissent pas, mais l'accompagnement médical, la médecine intégrative, pour moi, c'est plein de choses. Ça peut être vraiment la volonté de guérison quand c'est possible, ça peut être la prévention et ça peut être l'accompagnement au sens large de toute façon. Bon, Violette, je pense qu'on a dit énormément de choses aujourd'hui. Je pense qu'on va arriver justement à la conclusion de cette vidéo et je voulais en fait te poser une dernière question. Qu'est-ce qui a changé en fait dans ta vision de la médecine par rapport au début jusqu'à aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que quand j'étais plus jeune, je pense que je remettais pas beaucoup en question l'autorité sachante. Et bon, j'étais quelqu'un de très scolaire de départ, il y avait de ça, et puis il y avait aussi, j'avais tellement à intégrer comme notion aussi en médecine, que mon esprit critique, il s'est un peu réveillé au fur et à mesure. Et je pense aussi avec les confrontations d'expériences dans la réalité du terrain, j'avais une tendance sans doute à idéaliser les choses aussi. Donc ça a énormément changé sur les années. La question d'une ouverture beaucoup plus importante, parce que je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais pas conscience du tout de la réalité de la nutrithérapie, de l'aroma, phyto, gémo, mycothérapie. On va pas parler de champignons médicinaux, mais moi, j'adore ça et c'est une approche qui peut être hyper utile. Le microbiote, les crypto-infections et tant d'autres, la pollution, enfin, tant d'autres sujets qu'on n'a même pas abordés, hein, parce que c'est évidemment tellement vaste. Donc ça a énormément changé. La question de constellation et de complexité, en fait, encore bien plus grande que ce qu'on nous apprend. Et donc, du coup, quel est le message que tu voudrais faire passer aux futurs médecins, aux médecins qui se posent des questions actuellement qu'est-ce que tu voudrais leur dire Quel message voudrais-tu transmettre à ces personnes-là ? Déjà, de se faire confiance dans leur intuition. J'en connais beaucoup qui sont dérangés par leur réalité, qui se disent... Enfin, voilà, et c'est pas toujours très abouti, structuré, conscient, mais il y a une sorte c'est dans les tripes, tu vois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, d'écouter cette petite voix-là et de creuser vraiment. Et de créer son patchwork à soi. On dit que la médecine est un art, et pour moi, c'est vraiment le cas. Il y a toute ta personnalité, ton vécu, ton intuition aussi, qui est un outil. C'est de la relation humaine, donc de toute façon, de transposer un protocole chez l'un et puis chez l'autre, c'est pas si simple que ça. Se faire confiance tout en se remettant toujours en question parce qu'il n'y a pas d'absolu, parce qu'il faut faire attention à nos croyances limitantes et à nos convictions. C'est là qu'on passe à côté de quelque chose aussi. Je pense qu'il faut rester dans une posture le plus possible d'ouverture et ça peut être très inconfortable. Hein. Je le dis comme si c'était simple, mais... Évidemment que quand tu restes cantonné à ce que tu as appris ou ce que tu es convaincu d'être la vérité, voilà, tu vois pas le reste, c'est plus simple. Mais je pense que pour être un bon médecin, alors c'est pas en prétention que je dis ça, je pense pas que je suis un excellent médecin sans reproche. J'ai certainement des critiques pertinentes comme nous tous, quoi. Reste un humain, mais en tout cas d'essayer de faire de son mieux, ça sous-entend continuer à chercher. Mmh. Et à se former. Formation continue, toujours. Violette, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir ici aujourd'hui, d'écouter ton expérience, ton passé, ton ressenti et tes convictions thérapeutiques et humaines. Je pense que c'était hyper enrichissant de t'écouter. Tu as apporté une vision beaucoup plus humaine, je pense, du médecin, forcément, je pense. Donc encore une fois, merci. Et à bientôt. À bientôt, Mtor. Merci à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette interview ensemble avec le docteur Violette Orban. Si vous avez des recommandations de thérapeutes que vous voudriez voir en interview, mentionnez-les en commentaire. Si vous avez des questions à poser suite au visionnage de la vidéo, n'hésitez pas aussi à le mentionner en commentaire. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit like, activez la cloche pour toujours être au courant des futures interviews à venir. Mtor vous salue.